Yo, c'est Ozora Miyagi sur 11e tiers. Ozuka Miyagi. Ozora. Ozora Miyagi, c'est ça, excuse-moi. Ozora, mais. Déjà. Ozora. On va y arriver, t'inquiète. Ben, première question directe. Ozora Miyagi, ça vient. Est-ce que c'est ton prénom? D'où ça vient ce nom? Non, c'est pas mon prénom. Je peux pas dire mon vrai prénom. Mais c'est vraiment mon prénom. Ça vient. C'est japonais. C'est japonais. Ozora, ça vient d'un de mes mangas préférés. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre un nom de manga pour faire de la musique? C'est parce que c'était un personnage, t'as envie de t'associer à ça? Ouais, c'était inspirant en fait. C'était un personnage qui m'inspirait beaucoup. En fait, c'est pas qu'un seul personnage, c'est deux personnages qui m'inspiraient beaucoup, mais ça se rapproche plus d'un personnage. Et quand j'étais petit, je voulais devenir mangaka. Tu vois, donc je dessinais des mangas et tout, je kiffais le truc. Je voulais devenir mangaka et donc en fait c'est la continuité en fait de mes délires d'enfant qui sont arrivés jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui je suis Ozora. Voilà. Et vite fait, c'est quoi le nom du manga? D'un côté c'est Dragon Ball. Oh ben oui. Dragon Ball quand tu sais quand les Saiyans ils se transforment en singes. C'est des Ozuru, un truc comme ça, tu vois. Et de l'autre côté c'est Olive et Tom. Le nom japonais de Olive et Tom, c'est Captain Tsubasa. Ben oui, Captain Tsubasa, un grand Tsubasa Ozora, tu vois. Donc Ozora, Ozoru, Ozora Miyagi, tu vois. Miyagi, ça vient de Karate Kid, pour le sensei Miyagi. Ça, c'est parce que à l'ancienne, je faisais du judo. Okay. Donc tout le monde m'appelait sensei et tout, machin. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on garde le délire. Donc Ozora Miyagi, sensei of beats, voilà. Et voilà. C'est quoi, d'où t'es passé du mangaka? C'est-tu un rêve que t'as lâché pour passer à beatmaker? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? En fait, non, j'ai toujours rêvé d'être mangaka d'un côté. Tu sais, quand on est petit, t'as pas qu'un seul rêve. T'as 10 rêves peut-être parfois. D'un côté, je voulais devenir mangaka. D'un autre côté, je voulais devenir rockstar. Je voulais être une rockstar, donc je voulais être un chanteur, je voulais chanter torse nu et que les filles me touchent et tout, machin. Moi, j'étais dans un délire. Même quand tu sais, on me demandait à l'école, tu veux devenir quoi plus tard, je disais rockstar. Tout le monde rigolait, mon prof même il me gueulait dessus parce qu'il croyait que je voulais faire rire tout le monde, mais j'étais sérieux, je disais moi je veux être une rockstar, tu vois. Donc la musique a toujours été là. Et après, bon, mangaka, c'est un peu compliqué, je suis pas au Japon, tu vois, genre c'est vraiment, la route est longue. Tu vois, la route est longue et la musique était à portée de main, on va dire. Tu vois, la musique était à portée de main, donc je l'ai fait. Comment à portée de main? Ben, la musique, t'achètes un micro, tu fais de la musique direct, tu vois. En plus, la musique, elle est partout, alors que là, c'était plutôt. Tu vois, tu dois dessiner, et puis tu dois aller au Japon, tu dois parler japonais, tu dois machin. C'est grave long, tu vois. Alors que la musique, tu peux apprendre le piano ou le solfège près de chez toi, tu vois, c'est vraiment à portée de main, tu vois. Donc toi, comment tu t'es fait? T'as appris, tu t'es dit, je vais faire de la musique, je vais faire des prods, je vais apprendre un instrument. Comment ça a été quoi les premières étapes? Les premières étapes, j'étais rappeur de base. Ok. Moi, j'étais rappeur, je rappais, mais je rappais pas très bien. Donc je tiens à l'avouer directement, j'étais pas un bon rappeur. Tu te le disais toi-même ou on te le disait? On me le disait souvent. Okay. On me disait souvent que j'étais pas très bon en rap. Mais après j'avais toujours cette fibre d'être un bon réalisateur un peu. Donc je disais toujours, ouais, place cette voix-là, fais ça. Et donc, tout le monde, dès que les gens m'écoutaient, bah, ça marchait toujours bien. Mais quand moi j'essayais de l'appliquer sur moi, ça marchait pas du tout. Donc je sais pas, j'étais pas un très bon rappeur. Comment tu t'es rendu compte de ça? Comment je me suis rendu compte que est-ce que c'est ton entourage qui a dit, ah ben, t'es pas très bon rappeur, mais t'as des bons conseils. Est-ce que c'est en travaillant avec un artiste? Non, c'était en fait le truc c'est que souvent on m'appelait pour bon, j'ai pas envie de dire rec parce que à cette époque-là, j'étais pas un ingé ou un truc comme ça, j'étais juste le mec qui avait un micro et un ordinateur. Tu vois, genre j'étais juste ce mec-là et donc du coup, je pouvais un peu rec mes potes etc. Puis après l'étape 2, c'était la maison de jeunes.
on partait là-bas. À un moment, on a un peu gratté au boss. Ouais, on peut avoir un studio, etc. Donc, ils nous ont un peu fait une petite installation. On a commencé encore à faire du son là-bas. Et en fait, quand on faisait du son là-bas, j'avais 2 potes à moi, ils faisaient des prods. Et je me suis dit, ah, c'est incroyable en fait de faire des prods. C'est si facile que ça. Parce que moi, dans ma tête, avant, je me disais faire des prods, tu devais appeler un pianiste, un violoniste, un guitariste, un batteur, machin. Et en fait, quand eux, je les ai vus avec leur ordi, etc., je me suis dit, oh, c'est super intéressant. Donc, C'était Fruity Loops? Fruity Loops, ouais, okay. Fruity Loops. Mais en fait, avant ça, j'ai pas vu Fruity Loops chez eux. Parce que, d'abord, moi, ce qu'il faut savoir, j'ai commencé à faire des prods en 2004. Ouais, en 2004, mais je faisais pas de bonnes prods, j'ai commencé avec AJ. AJ? Ouais, AJ, c'était un programme où il y avait plein de loops comme ça que tu devais coller, que tu faisais une prod directement, tu vois. Okay. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai découvert FL3 ou FL4, Fruity Loops 4 ou ouais, un truc comme ça, je pense. J'ai essayé, c'était trop compliqué pour moi. Je voyais des carrés, je voyais des touches partout. Je me suis dit, hey, c'est quoi ce délire? Donc, j'ai essayé, j'ai abandonné. Puis, il y avait FL6, j'ai essayé, j'ai abandonné. Parce que pour moi, je voyais que les carrés. Et après, quand je suis parti à la maison de jeunes, là, je vois mes 2 potes, ils avaient FL6 ou 7 et ils le maîtrisaient à la perfection. Et c'est là que je me suis dit, ah, on peut le faire en vrai, tu vois? Parce que moi j'avais déjà essayé 2 fois, j'avais laissé tomber, enfin, pour moi, c'est trop compliqué. Et eux, ils le faisaient tranquillement. Donc du coup, ils m'ont appris à faire les prods. Ils m'ont appris à faire les prods, etc. Et moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer à faire les prods où je vais rapper moi-même dessus. Et après, c'est parti juste trop vite. En fait, c'est parti trop vite parce que dès que j'ai commencé à faire des prods pour pouvoir rapper dessus, je me suis dit, ah, bah en fait, je fais de bonnes prods. Pourquoi ne pas envoyer ça à d'autres rappeurs? Donc j'ai commencé à faire ça et c'est parti juste beaucoup trop vite. Alors, j'ai envoyé et bam, directement ça s'est fait. C'était quoi la première prise, disons, qui a été intéressante? La première prise, c'était Kid Ink. Kid Ink à l'ancienne, de gars tatoué, tout ça. C'était grave hype. C'était vraiment le gars qu'on écoutait tous. Place les gens en contexte, Kid Ink, c'est où un peu? C'est des States? Ouais, aux États-Unis, Kid Ink de Los Angeles. Donc déjà, t'étais, excuse-moi de te couper, t'étais à Bruxelles, à Liège pendant... J'étais à Liège. J'étais à Liège à ce moment-là, ouais. J'étais à Liège et je me suis dit, j'ai pas envie de faire comme les autres. J'ai pas envie de faire comme les autres. Parce qu'en fait, en plus, on me disait, il y avait des gens qui me conseillaient, entre guillemets, ils me disaient, commence d'abord par te faire connaître ici chez toi. Une fois que tu vas te faire connaître chez toi, tu vas te faire connaître en France. Une fois que tu vas te faire connaître en France, tu vas aux États-Unis, machin. Et moi, je voyais le chemin était trop long. Genre, même tout à l'heure, j'ai dit, j'aime pas les chemins trop longs, tu vois. Donc, j'ai vu que le chemin était trop long. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, non, on va directement aux États-Unis. J'ai envoyé et boum, directement, du premier coup, ça s'est fait. Ça s'est fait, Kid Ink. Et après, c'est là je me suis dit, ah, bah, je peux le faire en vrai. Est-ce que ça a été plus facile? Est-ce que c'est à partir de là, d'autres gens sont venus vers toi ou tu as continué à placer? Non, j'ai continué à placer. En fait, ça m'a juste donné la force et le courage de pouvoir le faire plus. Parce que c'était juste un essai, ça a matché. Et donc, je me suis dit, c'est possible. Donc là j'ai envoyé. Là, j'ai fait plein de mixtapes. Tu sais, à l'époque, il y avait les mixtapes d'Adpif, etc. Ouais. J'ai fait plein de mixtapes. J'ai même fait une mixtape de Future. Il y a plein. En fait, dans les méandres d'Adpif, il y a mes prods. Tu vois, il y a personne qui le sait en plus. Genre, parce que si tu vas sur Twitter et que tu vas sur le Twitter de Future, tu vas voir Future, il me follow. En fait, il me follow de l'époque. Wow. Quand j'avais fait les mixtapes avec lui, tu vois. Donc j'ai fait, je suis dans une des mixtapes de Future à l'ancienne, il n'était même pas encore connu carrément. Ouais, j'ai fait plein de mixtapes de mecs connus, pas connus. Je voulais juste placer. Toi, tu parlais anglais dans ce temps-là? Non, je parlais pas anglais. J'ai appris à parler anglais sur Twitter en vrai. Sur Twitter, j'ai appris à parler anglais. Et après j'ai regardé Desperate Housewives. C'est ça que... J'ai appris à parler anglais en regardant Desperate Housewives. En anglais, sous-titré anglais. Genre, j'ai commencé comme ça. En même temps, je parlais sur Twitter. Donc, en fait, j'ai amélioré mon écrit via Twitter et mon écoute via Desperate Housewives. Et toi, en tant que
tu commences, disons, tu commences à faire des prods pour les autres. Là, tu es approché par des artistes américains qui sont sûrement bien établis, qui sont dans une business quand même assez sérieuse. Comment toi, tu gères tout ça, la paperasse, je sais pas. Ah, j'ai appris sur le temps. Hein. Ah ouais, hein? J'ai appris sur le terrain, Après, le truc, c'est quoi? J'ai toujours été très perfectionniste. Et donc, dès le départ, je regardais un peu des vidéos, je voyais des mecs qui se faisaient arnaquer, etc. Je me disais, bon, j'ai pas envie d'être dans ce cas-là. Tu vois, donc, je lisais des trucs vite fait, tu vois, et je suis sûr que les mecs en face de moi, ils se disaient, mais il est con, lui, il raconte n'importe quoi, mais j'essaie, tu vois, donc, j'essayais de pas me faire baiser, tu vois, donc j'essayais de le faire bien et tout. Et au final, ouais, c'est de fil en aiguille, tu vois, au début, tu fais tout seul, puis un jour, tu trouves un avocat, puis un jour, tu trouves un gestionnaire de droit, puis un jour, tu trouves un éditeur, puis un jour, tu trouves machin, etc., etc., etc. Et voilà, tu vois, donc, t'apprends sur le tas, tu vois. Mais au début, j'étais comme tout le monde, je connaissais rien, et je suis sûr que les premiers contacts de contrat, etc., que j'ai eu, les gens en face, ils devaient se dire, il est con, lui. En plus, c'était en anglais et tout, tu vois, des anglais approximatifs et tout ça, ça devait être n'importe quoi. Mais au final, on est là. That's it. Et toi, en rentrant dans cette industrie-là, tu commences à te faire un nom. Est-ce que ça a toujours été au niveau rap anglophone aux States, ou est-ce qu'à un moment donné, même ici en Belgique ou peut-être en France, tu as commencé à travailler avec des artistes francophones? Ouais. Enfin, au début, j'ai bossé beaucoup aux États-Unis. Et après, tu sais, je faisais quelques interviews, etc. Puis les échos ont commencé à tourner. Ouais, il y a un Belge qui fait des prods, etc. Donc il y a des gens qui sont venus me trouver. Et c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à travailler plus ici, en mode francophone et tout, tu vois. Mais sinon, non, au début, c'était très USA et tout. Qu'est-ce que tu penses du terme beatmaker? Je déteste ce terme. Ah ouais. Non, je déteste ce terme, mais parce que je pense que des beatmakers, ça existe, mais moi, je me sens pas concerné par ce terme-là, parce que je fais beaucoup plus que juste du beatmaking, comme on dit. Tu sais, je fais de la réal, parfois j'enregistre les mecs, parfois je leur dis comment ils doivent chanter, comment ils doivent poser, machin. Je traite les voix encore, parfois je mélodine les voix des mecs, parfois les mecs ils posent juste sur un piano-voix et puis moi je construis autour. Donc je me sens plus comme un compositeur ou comme un producteur exécutif ou un truc comme ça. Mais beatmaker, je sais pas, j'ai toujours eu un problème avec ça parce que je savais que j'étais beaucoup plus que ça, tu vois. Beatmaker pour moi c'est juste le mec qui est derrière son ordi qui fait doum 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 doum. No offense sur ceux qui se considèrent plus comme des beatmakers, mais moi personnellement je me considère pas comme ça parce que j'estime que j'apporte beaucoup plus dans le son. Et quand tu travailles en studio, est-ce que tu es souvent tout seul, tu es avec plusieurs personnes? C'est comment ton processus créatif, disons? Je suis pratiquement jamais tout seul en studio. J'ai souvent mon DA qui est là. Okay. Mon DA, shout-out à lui, shout-out à Mob, qui est mon DA. Lui, il est souvent avec moi parce que c'est lui souvent qui me donne les idées. Pourquoi? Parce que moi, en fait, je suis un mec, je suis trop concentré sur la musique, et surtout la musique que je veux écouter. Donc, parfois, j'ai un souci, c'est que j'écoute personne, en fait. Donc, parfois, je me retrouve en studio avec des artistes que j'ai jamais écoutés. Donc, je sais même pas quelle prod proposer. Et c'est pour ça que je suis souvent avec mon DA, parce que c'est mon DA qui me dit, tu vois la prod que tu as fait, là, celle-là, bah, celle-là, ça va aller chez lui. Après, je dis, ok. Tu vois, ou alors, il me dit, il est dans tel style. Donc, si tu vas au studio, fais tel style de morceau, tu vois. Okay. Donc, c'est pour ça que lui, il est tout le temps avec moi, tu vois, parce qu'il m'aide beaucoup à ce niveau-là, parce que je reste toujours très focus. Pourquoi? Parce que je me sens un peu comme une éponge, tu vois. Donc, si j'écoute trop un style ou un gars, bah, je vais aspirer son morceau et mes prods vont ressembler aux morceaux de ceux que j'ai écoutés, tu vois. Et donc, pour éviter ça, j'écoute ce que je veux écouter au moment où je veux l'écouter. Qu'est-ce que tu aimes écouter présentement, disons? J'écoute vraiment de tout. Ma playlist est dégueulasse. Dans le sens où il y a vraiment de tout. Tu sais, il y a de la musique classique, il y a du hard rock, il y a du metal, il y a du rap, il y a du hip-hop, il y a du R&B, il y a vraiment tout. J'aime juste la musique. Tu vois, je prends, je m'inspire de tout. Et après, quand je rejette, c'est moi. Tu vois, ouais. Si tu pouvais avoir un meeting de 1 heure avec une personne. Jay-Z. Ah ouais? Jay-Z direct. Jay-Z direct. Qu'est-ce que tu poserais comme question à Jay-Z? Son mindset. Je demanderais c'est quoi son mindset.
Parce que Jay-Z, c'est un mec qui me fascine beaucoup parce qu'il est tout le temps très, très calme. Très calme, et tu vois, c'est quelqu'un de très réfléchi, tu vois. Et ben, je pense que c'est ça aussi qui l'a amené où il est aujourd'hui. Et donc, je pense, ouais, un meeting, je poserai beaucoup de questions sur le business, sur comment il fait les choses, etc. Comment peut-être il voit aussi certaines choses. Et c'est cool. Tu penses que c'est important pour un compositeur, réalisateur, quoi que ce soit, de comprendre le business dans lequel il s'embarque? Est-ce que... Ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je veux dire, pour les compositeurs, les beatmakers, je pense que tu as 10 à 20% de musique et tout le reste, c'est que du business. C'est d'abord comment tu vas faire tes connexions, ton réseau, etc. Une fois que tu as fait ce réseau-là, ben, c'est que là, à ce moment-là, que la musique va arriver. Et quand la musique, elle arrive, après, il y a les contrats. Tu dois savoir aussi ce que tu signes. Tu dois savoir lire ce qui est écrit, etc. Donc c'est... Ouais, ouais, totalement, totalement. Sinon, après, tu vas être découragé. Tu es là, tu fais des prods, tu touches rien. Tu touches rien, l'âge avance, 10, 20, 30. Tu vois, au moment où tu te retrouves, oh, j'ai fait 50 prods, j'ai touché, j'ai rien touché, tu vois, genre j'ai du mal à joindre les deux bouts. C'est pas normal, tu vois. Donc, tu es obligé de connaître le business dans quoi tu t'embarques, tu vois. Fact. Attends, je vais checker mes questions là, parce Ouais, que je suis allé dans une conversation straight. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Ah. Ça va? Tu as vu? Super, ouais, super. Je suis trop à l'aise en interview. Ouais, tu fais ça trop bien. Ouais, franchement, en fait, je déteste les interviews, mais j'aime aussi les interviews en même temps, tu vois. Genre, je déteste juste parce que parfois on me pose toujours les mêmes questions. Là, Mais- c'est bon là. Mais là c'est bon, c'est pour ça que... Ouais, là, voilà, tu vois, là c'est une conversation, donc j'arrive à parler et tout tranquille, tu vois. Mais tu vois, quand on me pose... Et ça fait quoi de faire un son pour Booba? J'ai fait un son pour Booba. Ou alors on me dit, ouais, quand t'as fait cette prod là, tu te rappelles de... Je me rappelle pas de quand je fais mes prods. Je le fais, tu vois, alors c'est inné, tu vois, alors c'est... Est-ce qu'à un moment donné, même, t'as peut-être une prod qu'on te parle tout le temps, peut-être t'es tanné parce qu'on s'associe trop à ça. Est-ce que t'as peur de faire quelque chose puis on te classe, qu'on te mette dans une case? Ouais, de ouf, de ouf. Genre ma prod avec Booba, Génération Assassin, souvent on n'arrête pas de me dire, ouais, t'as fait comment cette prod, machin. C'est même pas ma meilleure prod. C'est même peut-être une de mes plus nulles même. Tu vois, cette prod-là, je voulais même pas l'envoyer à Booba, vraiment pour te dire, tu vois, genre encore une fois, c'est mon DA qui est arrivé, qui m'a dit, celle-là, Booba, il va la kiffer. Alors que moi, j'étais en train de lui préparer d'autres types de packs, rien à voir, tu vois. Rien à voir. Et celle-là, elle était restée sur le côté. Tu vois, genre, je l'avais pas touchée. Et le DA, il passe vraiment, il me dit, celle-là, Booba, il va la prendre, tu vas voir. Prends même juste celle-là, envoie juste celle-là, Booba, il va la prendre. Je sais pas comment il a senti ça, mais shout out à Mob encore une fois. Et toi, quand tu composes maintenant, est-ce que tu es en mode je vise tel artiste, je veux faire puis tu te concentres sur une sonorité, ou est-ce que tu te mets à composer plein de sons, puis après ça tu tries, puis tu dis j'envoie, ou est-ce que tu envoies à tout le monde les mêmes choses? Non, c'est compliqué. Déjà, moi, quand je fais des prods, j'ai comme un blackout. Je me rappelle jamais des prods que je fais. Genre, franchement, c'est réel. J'ai un blackout total. Je fais la prod. Je fais la prod, tac, tac, tac. C'est comme si je me souvenais pas. Et quand je me réveille, la prod, elle est faite. Tu vois? Genre, moi, c'est comme ça, déjà, mon process. Et donc, en partant de ça, déjà, je sais pas à qui je vais envoyer après. Okay. À part si y a tel artiste qui me dit, ouais, j'aimerais une prod comme ça, ouais, là, d'office, je fais la prod pour l'artiste. Mais sinon, quand je fais tout seul, je sais jamais à qui je vais envoyer. Donc, je fais la prod, je la termine. Et après, là, je me dis, bon, ça va aller chez qui ça? Et après, là, je commence un peu à sonder. Parfois, je demande encore à mon DA, Shadow Tamob encore une fois. je lui demande et il me dit, ouais, je vois bien lui sur ça, etc. Ok. Et voilà. Est-ce que ça t'arrive qu'on te demande de faire une prod comme quelqu'un en a déjà fait une? Ouais, ça m'est déjà arrivé souvent. Et ce que je réponds, par exemple, une fois, on m'a demandé, ouais, tu veux faire une prod comme Jumpman de Drake et Future. Et moi, là, quand je réponds, moi je dis, bah, demande à Metro Boomin. Tu vois, va demander à Metro Boomin. Si tu veux me trouver pour avoir une prod,
tu vas me trouver pour mon son à moi, tu vois. Tu vas pas me trouver pour le son de Metro Boomin. Ça n'a aucun sens, tu vois. Va trouver le mec, il dit lui, yo, j'ai bien aimé ce que tu as fait avec Drake et Future, j'aimerais la même prod, tu vois. C'est vrai. Tout comme tu peux venir me trouver, tu peux me dire, ah, j'ai bien aimé ce que tu as fait avec Booba, j'aimerais la même prod. Là, je vais te répondre volontiers parce que tu viens pour mon taf que j'ai fait, tu vois. Yeah. Donc c'est différent. Est-ce que tu fais beaucoup de coprod? J'en fais pas beaucoup. J'en fais pas beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises avec les coprods. Où il y avait des gens un peu ingrats, où il y avait des gens qui voulaient bénéficier d'un truc, je sais pas, bref. Donc je fais pas beaucoup de coprod. Souvent quand je fais les coprod, c'est que je connais les personnes humainement. Je les connais bien et c'est l'humain qui a fait en sorte qu'on a fait une coprod au final. Donc ouais, c'est d'abord donc toutes mes coprods sont faites avec des potes, réellement. Mais sinon, un mec qui m'envoie un message, souvent je réponds jamais. Souvent, désolé les gars, ceux qui tombent sur cette interview, si vous m'envoyez des DM et que vous ne voyez pas de réponse, il faut essayer de me choper en vrai. Faut essayer de me choper en vrai, d'être pote avec moi, et là après on peut faire une collab. Mais sinon, j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises en fait avec les coprods, et aujourd'hui je me dis bon, on va éviter les problèmes, on va éviter les mauvaises surprises, on va apaiser notre cœur et on va juste pas faire de coprod avec des gens qu'on connaît pas, quoi. Normal. Et est-ce que ici à Bruxelles, à Liège, est-ce que tu travailles avec des artistes locaux? Est-ce que tu produis des artistes? Ouais. Moi, j'ai signé un artiste qui s'appelle Maka. Yes, sir. Maka, il a sorti son projet Sortez les couverts volume 1. Allez l'écouter d'ailleurs. Yeah. Sortez les couverts volume 2 sort très bientôt. Je sais pas si peut-être quand l'interview va sortir, ce sera déjà peut-être out. Je sais pas encore, mais... Allez écouter ça ou ça s'en vient. Voilà. Sinon, je bosse aussi avec des artistes locaux. Qui sont même de très bons amis. Il y a Kaba Jean Jas, Oui. shout out à eux aussi. Il y a Laure du Commun aussi que je connais vraiment bien. Il y a qui encore? Roméo Elvis aussi, je connais aussi bien aussi. Qui d'autre? Non, il y a vraiment beaucoup d'artistes que je connais bien. Frénétique aussi. Shout out à lui aussi. Smalo aussi, je connais bien Smalo. Enfin, en fait, bon, en vrai, je crois que je connais vraiment toute la scène belge. T'as peur d'oublier des noms? Ouais, j'ai même peur d'oublier des noms, tellement je les connais tous, mais... C'est une question difficile, ça. Voilà. Shout out à eux, shout out à toutes les teams belges de la musique. De toute façon, on est tous potes. Ou même si on n'est pas tous potes, en tout cas, on se connaît tous. Et tu vois, je pense qu'on a de très bonnes relations. C'est un peu comme Montréal. Cordiales. Ouais, je pense. On a un peu cette vibe où, tu vois, personne n'est vraiment en embrouille. Ou même s'il y a des embrouilles, je pense que c'est des malentendus, je pense. Tu vois, je sais même pas qui est en embrouille, vraiment, pour te dire, tu vois. Mais je pense que tout le monde se connaît bien. Moi, je connais vraiment toutes les teams. Et franchement, eux tous, je les aime bien. C'est tous des bons gars, tu vois. La team Hamza, Charlotte à Hostage, à Amir et tout, je les connais très bien aussi. Même la team Damso, Richie, Charlotte à lui aussi, tu vois. Est-ce que c'est vrai que les beatmakers, compositeurs, etc. ont le bon côté de la game, façon de dire, ils n'ont pas besoin de se mettre en avant, ils font souvent autant qu'un rappeur, et il n'y a pas d'embrouille, tout est facile pour eux? Non, ça c'est vrai et faux en même temps, parce que nous, je pense que les compositeurs, on n'a pas ce truc de star system où on peut même pas aller faire nos courses dans un supermarché sans se faire arrêter, etc. Mais, pardon, à côté de ça, on a aussi nos problèmes à nous aussi, où t'as certains artistes qui peuvent dire ouais, si tu bosses avec lui, tu bosses pas avec lui, etc. Et parfois on aime bien l'artiste, on peut pas, etc. Je tiens à préciser que moi je suis pas dans ces trucs-là, mais je sais qu'il y a des artistes, il y a des compositeurs qui ont déjà eu et qui ont déjà fait face à ce genre de situation et de dilemme. On a aussi parfois même la pression aussi, surtout quand on est un G compositeur, tout en même temps là. Tu sais, il y a parfois des gars qui bossent uniquement avec un seul rappeur et le rappeur bosse uniquement avec un seul gars qui leur fait tout.
bah ce mec-là, s'il perd son disque dur, Ouais. c'est lui le problème. Tu vois, genre, j'aimerais pas être à sa place s'il perd le disque dur de l'artiste, tu vois. C'est vrai. Avec l'album qui va sortir, qu'il a déjà annoncé que l'album est déjà prêt. Et au final, il perd l'album, tu vois. Genre, on a aussi nos problèmes à nous C'est vrai, aussi, ce tu vois. problème-là, genre. souvent, de perdre des disques durs, de se faire voler son laptop, Voilà. après ça, t'as pas de backup. Voilà, C'est souvent le exactement. beatmaker qui se ramasse là-dessus. Voilà, tu Ouais. vois. Et nous, on a nos propres problèmes aussi, tu vois. Genre, C'est vrai. c'est ça aussi, tu vois. Et à côté de ça, on a aussi le problème aussi de ne pas être crédité aussi parfois. Tu Ouais. vois, il y a beaucoup de compositeurs qui ne sont pas crédités, beaucoup de compositeurs qui ne sont même pas payés. Il y a beaucoup de compositeurs qui sont payés, mais au final, dans les contrats, ils sont baisés. Ils n'ont pas de très beaux contrats, etc. Et il y a même des compositeurs qui ne vivent même pas de leur musique, qui sont obligés de faire, je sais pas combien de taf à côté, tu vois. Et leur rêve se transforme en hobby au final. Enfin, c'est Ouais. trop bizarre un peu, tu vois. Ça peut même devenir des cauchemars. Des cauchemars en vrai, ouais, tu vois. Donc, en vrai, non, les compositeurs, on n'est pas du bon côté du truc. Hein. Genre, non, en plus nous, on n'est pas surprotégés. Enfin, c'est pas tous les artistes qui sont surprotégés, mais tu vois, ils ont un management, un machin, donc ils sont un peu aux petits oignons, un peu, tu vois. Nous, souvent, on est là avec le gros sac là, tu vois, avec un laptop dedans, on est là, on arrive et on dit, allez, beatmaker, travaille, tu vois, et t'es là en train de faire tes trucs parce que tu espères au final avoir quelque chose que tu n'auras peut-être jamais un jour à cause de tout ce que j'ai dit juste avant, les contrats qui sont faits bizarrement, etc. etc. C'est vrai, c'est vrai. Regarde, je vais pas retenir de ton temps encore trop longtemps, mais j'ai quelques autres petites Non, t'inquiète, moi je suis là et je suis open, j'aime parler. Comment ta famille a réagi quand tu as su que tu allais faire de la musique? C'est comment? Oh, ouais, vraie question ça. Je l'ai caché à ma famille. Genre, je l'ai caché pendant très longtemps. Je voulais pas que ça se sache. En fait, ils l'ont su comme tout le monde en vrai. Comment? Une plaque pardon? Une plaque? Une plaque, ouais, une plaque, les interviews. Ouais. Tu vois, genre, en fait, ils l'ont su comme tout le monde. Mais moi, dire, bon, j'arrive, papa, maman, je fais de la musique, non. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Ils l'ont su. Ou même des personnes leur ont dit, ah, félicitations, ton fils a fait tel morceau. Et mon père était là, mon fils? Tu vois, genre, non. Mais je sais pas, c'est pas que genre j'avais honte ou quoi, mais je sais pas, je me voyais pas juste dire à mon père que je faisais de la musique, tu vois. Donc voilà. C'était quoi ta première plaque? Première plaque, c'était quoi attends, ma première plaque, oh putain. Je m'en souviens plus. Oh. Je m'en souviens plus. Ta dernière plaque alors? Ma dernière plaque, Big Flo Oli. Et Big Flo Oli, qui a fait disque d'or. Ça va peut-être. Ouais, ça va bientôt devenir platine, je pense. Dernière plaque, c'est eux. Mais première plaque. Première plaque. une bonne question. Ouais, je m'en souviens plus. Je pense qu'on a quelqu'un sur la recherche en ce moment. Ouais, quelqu'un qui est en train de chercher là actuellement. Qu'est-ce que c'est? Ça peut peut-être t'aider, ça. Pardon? Ça peut peut-être Ah, ça peut peut-être m'aider. Ou celle d'avant, la page d'avant. Donc t'as fait un tri déjà. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est Booba. Oh. Je pense que c'est Booba, j'ai lancé ça, je pense. Ouais. Je pense que c'est Booba. C'est quoi le placement dont tu es le plus fier? Le plus fier? Tous. Tous. Mes prods sont mes bébés. Franchement, j'aime trop mes prods. Pendant très longtemps, j'avais même du mal à les envoyer à certains artistes. Genre, tu sais, j'avais certaines prods que je réservais aux artistes phares, tu vois. Alors, et je me disais, non, un jour, il va prendre. Et puis, les prods, elles vieillissaient dans mon ordi et tout. Bref, mais j'ai un peu changé avec ça. Mais non, toutes mes prods... Moi, c'est une fierté, tu vois. C'est une fierté parce que, tu vois, quand tu as un rêve d'enfant, surtout quand tu dis des choses et qu'à la fin, ces choses se réalisent, c'est trop bien. Tu vois, alors c'est vraiment trop bien. Moi, en plus, moi, je parle beaucoup. Tu vois, donc moi, j'étais là, je partais à l'école, je disais, hey, vous allez voir, je vais faire des prods pour lui. Tout le monde foutait de ma gueule, tout le monde disait, ouais, non, mais toi, tu racontes des conneries, etc. Et aujourd'hui, quand je vois ces personnes-là et que ces personnes-là me serrent la main, ils me disent, respect. Ils me disent, respect, tu l'as dit, tu l'as fait. Tu vois, donc moi, ouais, c'est une fierté, toutes mes prods, tout mon taf, c'est une fierté pour moi. Avec qui tu aimerais te retrouver en studio composé en ce moment? Kanye West. Ouais. Kanye West. Drake aussi. Ouais, Drake, Kanye West. Je pense que pour moi, c'est le top. Drake, c'est Canada. Drake, c'est Canada.
Est-ce que tu as déjà entendu parler? Moi, je suis de Montréal, on n'a pas le choix. Est-ce que tu connais un peu Montréal? Tu as déjà entendu parler? J'ai déjà entendu parler, bien sûr. Tout le monde connaît Montréal, mais j'ai de la famille là-bas. Ok. J'ai de la famille à Montréal et ouais, un de mes rêves aussi avant, c'était de vivre au Canada. J'ai jamais pu le faire pour d'autres soucis, mais qui sait, peut-être dans le futur, peut-être. On t'attend, mon gars, c'est la place, c'est la famille, ça. Bah ouais. C'est notre endroit. Normal. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande de tout. Ouais, c'est quoi maintenant, là, de quoi tu es fier? De quoi je suis fier? On va dire, ouais, je sais pas. Je sais pas tout. Vraiment, c'est une vraie question. Je sais pas de quoi je suis fier en vrai. De moi? Je suis fier de moi. Je sais pas, je suis fier de moi. Je pense que ma mère, elle m'a bien élevé. Je suis quelqu'un de très respectueux, une personne très respectueuse. Je suis sympathique, je suis cool avec tout le monde, je suis en paix, j'essaie d'être bien avec tout le monde. Donc je pense que ouais, je suis fier de moi déjà. C'est une première chose. Ensuite, fier de mon travail aussi, de tout ce que j'ai accompli. Et fier de mon parcours aussi. Fier de mon parcours, d'avoir un diplôme. Je pense que c'est aussi important. Et d'avoir pu faire, ouais, d'avoir pu avoir un diplôme et faire des prods en même temps. Donc il y avait des années où je pouvais brandir un diplôme et une plaque en même temps. C'était cool. Et donc voilà, je pense que... Est-ce que ça t'a permis de garder un certain équilibre dans ta vie, le fait de rester aux études et puis de faire ça? Ouais, totalement. Tu sais, j'étais comme Batman. Genre, je voulais pas en fait que mes potes proches disent à toute l'école que je faisais des prods pour des artistes qui pouvaient potentiellement écouter. Parce que je voulais pas être à l'école et que tout le monde me regarde. Je voulais être dans la foule et dans la masse comme tout le monde. Je voulais juste vivre ma vie d'étudiant normal. Donc en vrai, ouais, j'étais Batman, totalement. Parce que parfois, tu avais des personnes qui étaient tombées sur moi sur Internet et qui me disaient, Ah, c'est vrai, t'as fait ça et tout. Et puis parfois, il y avait des petits commérages qui disaient, ouais, mais son truc, c'est pas vrai, il raconte des conneries. C'est des conneries, c'est impossible. Qu'est-ce que le mec, il fait des sons pour A$AP Ferg, il peut être ici à l'école avec nous, etc. Tu vois. Donc, t'avais plein de petits trucs comme ça. Et moi, je voulais juste être normal. Et je voulais juste avoir mon diplôme et me barrer de là. Et donc, ouais, ma vie, c'était Batman à un moment. Enfin, ou Spider-Man, je pense que c'est plus Spider-Man dans ces trucs-là, tu vois. Donc voilà, ouais, probablement, c'est un peu le côté marrant. Genre, tu sais, en secondaire, là, j'étais plus en mode, oui, vous pouvez savoir que c'est moi qui ai fait ça. Parce que j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 16-17 ans, tu vois. Mais quand c'était à base de UNIF, haute école, etc., j'étais beaucoup plus réservé. Je voulais juste avoir mon diplôme et me barrer, tu vois. Donc là, je voulais juste vivre une vie tranquille, comme tout le monde, tu vois. Yeah, man. Et voilà. S'il fallait que tu nous nommes 3 placements que tu as fait pour que les gens te découvrent là. Me découvre. Ouais. Ouais, je pense que ouais, c'est direct. Hein. A$AP Ferg, l'autre. Celui-là, il était... ouais, celui-là, c'est celui qui m'a un peu fait bien connaître. Ensuite, il y a eu Booba, Génération Assassin. Ça, c'était plus ici en France, en Belgique et tout. Puis, il y a eu Diego, Tory Lanez. Là, ça a été mondial. Là, c'est bon. Là, je pense que les gens se sont dit « Ah, ce mec, il sait faire des prods maintenant. » Voilà. Est-ce que... tu as vu des vibes passer? Qu'est-ce que tu as pensé, par exemple, de la drill maintenant? Est-ce que, disons, avant, il y avait la trappe. Est-ce que toi, tu vois les mouvements passer, tu essaies de t'adapter ou est-ce que tu décides? Ouais. Faut aller tu vois, dans la vie, il faut aller de l'avant. Faut pas rester en arrière. Tu sais, les mecs qui disent « Ouais, mais le rap, c'était mieux avant, machin. » C'est des cons. Faut l'évolution. Même parfois, il y a de très mauvaises évolutions qui ramènent des bons trucs au final. Il faut quand même y aller. Après, je dis pas qu'il faut suivre tous les courants que voilà, tu vois, sinon on perd son identité aussi. Mais il faut apprendre à accepter tous les courants aussi.
Tu vois, faut peut-être pas les suivre, mais faut les accepter parce que c'est juste l'évolution de la musique. Il y avait MC Hammer qui dansait, puis après à un moment il y a eu Mobb Deep, puis à un moment il y a eu, je sais pas moi, 50 Cent, puis à un moment il y a eu Soulja Boy. Soulja Boy, quand il est arrivé, tout le monde a dit c'est quoi ça, machin. Mais Soulja Boy, au final, ça a créé d'autres gars qui ont écouté Soulja Boy. Mais ouais, même quand T-Pain il est arrivé, tu vois. Et puis tu as même Future aussi, quand il était là, tout le monde a dit ah, c'est bizarre, machin. Tu vois, donc il faut apprendre à aimer l'évolution. C'est très bien. Et moi j'ai aucun souci avec ça. That's it. Et ma dernière question, c'est quoi le futur? C'est quoi qu'on peut s'attendre bientôt, disons dans les 6 prochains mois? C'est quoi que tu espères? 6 prochains mois, quoi que j'espère. J'allais dire j'espère. Il y a le projet de Maka qui arrive, déjà. Ou s'il n'est pas déjà sorti au moment où ça sort. Il y a des placements, il y a de gros placements qui arrivent. Des gros placements avec des noms encore plus grands que ceux avec qui j'ai déjà travaillé. Enfin, j'ai déjà travaillé avec eux vu que je sais que ça va arriver, mais vous ne le savez pas encore. J'ai pas encore eu de le dire. Il y a beaucoup de placements qui vont arriver. Et 2022-2023, il y aura un nouveau mois. Stay tuned. On se verra là. Voilà. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Stay tuned. Merci mon gars. Merci à toi.